L'Université du Québec en Outaouais soutient la production de cette émission qui met en lumière le secteur langagier. Nombre d'œuvres littéraires sont traduites et diffusées dans nos librairies. Mais quel intérêt pour les auteurs et surtout pour les lecteurs de ces œuvres traduites? Aujourd'hui, je m'entretiens avec un lecteur francophile, amoureux de la littérature québécoise, Charlie Martin. Bonjour, Charlie. Bonjour, Mélanie. Donc, quel auteur préférez-vous lire? Michel Tremblay était toujours de loin mon préféré, mais évidemment, il y a plusieurs. Qu'est-ce que vous aimez dans Michel Tremblay? Michel Tremblay donne un peu une chronologie, une histoire du 20e siècle au Québec. Il passe toujours les valeurs qui sont typiquement du Québec. Si quelqu'un était en train d'organiser une histoire de civilisation québécoise, on ne peut pas faire mieux d'étudier les romans de Michel Tremblay. Une que je viens de lire pendant les fêtes de Noël, même il y avait une personne dans le livre qui avait un chat qui s'appelle Duplessis. Donc, il y a vraiment une marque historique. Toujours. Là, même les choses les plus banales qui ne sont pas même majeures dans l'histoire, ils ont toujours un lien fort avec la culture du Québec. Donc, les références culturelles sont très fortes. Avez-vous essayé de lire Michel Tremblay en anglais, puisque votre langue première est l'anglais? J'ai jamais lu Michel Tremblay en anglais. Et je trouve que souvent, se ouvre les pièces de théâtre qu'il avait écrites. Je trouve, pour moi, lire une pièce de théâtre, c'est pas facile. C'est plutôt ces romans qui sont son marque de commerce, d'après moi. D'accord. Et pourquoi pas avoir tenté de le lire en anglais, justement, les pièces de théâtre, peut-être qu'il y en a certaines traduites, pourquoi pas avoir essayé de le lire en traduction? Mais en fin de compte, je finis par lire beaucoup d'auteurs que les œuvres étaient traduites. Mais Michel Tremblay, le fait que je suis un peu obsédé avec le langage du Québec, c'est toujours une occasion d'apprendre d'autres choses sur le Québec et surtout la langue. Donc, vous, dans le fond, c'est la couleur de sa langue que oui, vous ne voulez exactement. pas perdre dans tout ça. Et les pièces de théâtre, par exemple, j'ai eu l'occasion, avec ma conjointe Sue, à voir les pièces de théâtre en anglais et c'était super, c'était vraiment fantastique. Mais là, c'était sur une scène où tout était visuel, on était capable à voir. Donc, la création était complète et son monde était respecté, selon vous? Oui. C'était un groupe professionnel, Neptune Theatre à Halifax, qui à plusieurs reprises, au fil des années, avait fait des choses de Michel Tremblay et c'était toujours vraiment, vraiment bon. Donc, est-ce que vous croyez que les traducteurs littéraires ont de la liberté à prendre une œuvre et de la recréer à leur façon à eux? Est-ce que vous pensez qu'ils ont le droit de se l'approprier? Souvent, comme lecteur, je ne suis pas même conscient. Si, par exemple, si je peux juste laisser Michel Tremblay à côté pour l'instant, Gabriel Garcia Marquez, un autre grand nez. Moi, lecteur Monsieur Tout le Monde, j'achète son livre, je lis les livres de Gabriel Garcia Marquez, mais je ne suis pas même conscient que, oui, je sais que c'est dans l'espagnol, c'était écrit, mais je lis les livres, j'accepte 100%, j'accepte qu'il est écrit. Vous oubliez qu'il y a un traducteur. Oui, j'oublie tout à fait que c'était écrit dans un autre langage. Et si la traduction était une bonne traduction, ou même peut-être c'était pas nécessairement une question de bon ou mauvais, mais c'était une traduction subjective, vraiment. J'accepte tout qui vient. Et là, en quelques mots, vous avez apporté un livre Oui, parce que celui-ci, c'est un autre, OK? Peut-être un livre qui a été écrit par quelqu'un de l'Amérique du Sud en espagnol qui n'est pas aussi loin du français ou anglais. Je peux accepter ça. Mais Rumi, c'est un exemple qui est tout à fait différent. Rumi est mort depuis 8 siècles maintenant, mais quand même, ce que j'ai ici dans mes mains, c'est un livre qui prétend être nouveau, la traduction. Et c'est une vie pour moi, des questions pour moi, c'est vraiment un mystère. Comment on peut avoir un nouveau sur quelqu'un qui est mort depuis 8 siècles? C'est intéressant. Comment faire un nouveau avec une œuvre qui a déjà existé? On revient plus tard ensemble, Charlie, pour en reparler. OK. Merci. Excellent. Merci bien.
J'ai maintenant avec moi deux nouveaux invités. Madeleine Stratford, artiste-chercheur et professeur agrégé à l'Université du Québec en Outaouais, et Michel Ouellette, dramaturge de plus d'une quarantaine d'œuvres théâtrales. Bonjour, vous deux. Bonjour. Merci d'être là. Donc, je commencerai par Madeleine. Est-ce que vous pourriez me dire en quoi est-ce que la traduction littéraire peut être une œuvre de création? Bien, imaginez-vous quand un musicien, par exemple, doit adapter, transposer une pièce écrite pour un piano pour que ça soit joué au violon. Il y a toutes sortes de questions à se poser parce que les tonalités ne sont pas nécessairement les mêmes, les sons sont tout à fait différents, puis on veut s'assurer que la musique ait la même portée. Mais c'est un peu ça, traduire aussi, c'est l'œuvre n'existe pas avant la traduction dans la langue cible. Elle existe seulement dans une autre langue. Donc, dans le fond, c'est des nouveaux outils à être utilisés pour la rendre? Oui, un nouvel outil qui est complexe, la langue, et chaque langue a ses particularités propres et il y a des choses qui existent seulement dans une langue et qu'on doit trouver comment dire dans une autre. J'en profite. Monsieur Ouellette, vous avez vu votre œuvre, Le Testament du couturier, oui. Qui a gagné des prix, qui a été traduite et montée d'ailleurs en espagnol. Avez-vous eu la chance de voir cette œuvre-là? Oui, moi je l'ai vue à Barcelone et à Buenos Aires. Et comment vous avez reçu tout ça? Est-ce que vous comprenez bien l'espagnol? Non, je ne comprends pas vraiment l'espagnol. OK. Donc, le ton, tout ça, comment vous avez reçu ça comme auteur? Oh, j'ai trouvé ça assez particulier en fait, parce que la production, le choix qu'ils avaient fait, en tout cas au théâtre, il y a ça aussi, les choix d'interprétation, c'est que le débit était très rapide. Moi, je m'attendais à quelque chose d'assez posé, qui s'installe, un peu comme la production en français. Mais là-bas, c'était vraiment... Ça continuait, c'était très sans arrêt, sur un rythme comme ça. Ça m'avait comme surpris, étonné. Je me disais, bon, peut-être que les gens ne comprennent pas tout, là, si ça se déroule aussi rapidement. Mais il y a un effet de langue aussi, je suppose, là-dedans. Est-ce que la réception a été bonne par le public à ce moment-là? Oui, ça a été joué dans des petits théâtres, mais à Buenos Aires, ça a joué 60 fois. C'est très bon. Ben, c'était dans une circonstance un peu particulière, comme on pratique le théâtre là-bas, dans des petites salles, mais parce que ça jouait tous les samedis, je pense, 2 fois. Tous les samedis dans une salle. Là. Et vous avez été un peu surpris, sinon choqué, dans le fond, du rythme qui changeait et tout ça. Donc là, il y a eu une part de création ou c'est la langue qui fait cet effet-là? Peut-être, Madeleine, est-ce que vous... Bien, je peux pas juger, mais je sais que l'espagnol d'Espagne, surtout pour ceux qui ne le comprennent pas, a un effet très saccadé à notre oreille, à nous. Je suppose que ça devait être un effet un peu différent en Argentine. Si c'était joué par des Argentins, ça devait être moins rapide. Ben, c'était la même équipe encore. Ah, c'était la même équipe? À peu près la même équipe, le même metteur en scène. En fait, à Buenos Aires, ce qu'il faisait, il jouait la pièce 2 fois dans la même soirée. Ah oui? La première fois, le rôle était joué par un homme, puis la deuxième fois, le rôle était joué par une femme. Ah. Fait que dans une même soirée, on pouvait avoir une version masculine, entre guillemets, puis une version féminine. Donc, il y a eu beaucoup de liberté prise par l'équipe dans le fond de création autour de cette œuvre-là. Oui, mais ça, au théâtre, on est habitué d'avoir toutes sortes d'adaptations. À Buenos Aires et à Barcelone aussi, il y avait déjà beaucoup de musique aussi, en live, des instruments un petit peu particuliers, mais c'était intéressant. Puis, est-ce que parfois, vous pensez que ça peut nuire aux auteurs parce que la voix prise dans une autre langue a été tellement différente que la leur? Je pense qu'un traducteur qui se respecte, puis là, je ne parlerai pas du théâtre, c'est un domaine que je connais un peu moins, mais je pense qu'un traducteur qui se respecte va traduire l'œuvre avec une volonté de fidélité. J'utilise le mot volonté de fidélité parce que la façon dont cette fidélité-là se décline, dans la façon dont elle se manifeste, est très individuelle. Ça peut, parce que la traduction, c'est la mise en forme d'une lecture, d'une interprétation. Et le traducteur, même quand il est habité d'une volonté énorme de fidélité et de reproduction de son interprétation, ça restera toujours sa lecture, si bien que il y a toujours une part imprévisible dans la traduction. Mais quand c'est bien fait, ça ne nuit pas à l'auteur. Ça peut même l'aider. Ouais. Parfois, on a une espèce de
pulsion correctrice, disons. J'ai déjà vu ça. Moi, je ne suis pas entièrement d'accord avec... Peu de difficultés, mettons, avec la traduction, parce que je vois ça plutôt comme un moyen de transmission. De diffuser davantage. Oui, c'est une manière de diffuser. Et puis quand on traduit, je pense qu'il faut respecter la voix, le souffle, le rythme de l'œuvre d'origine aussi. Mais je n'ai pas dit le contraire. Non, je sais. Mais c'est parce que parfois, dans le souci du public cible, et on en met plus qu'on devrait, on corrige un peu ce qu'on sent être comme des erreurs, sans nécessairement ajouter du contenu. Mais moi, j'ai en tête un exemple de Kundera, Milan Kundera, qui, lui, à un moment donné, a réalisé que ses premières œuvres qui avaient été traduites en français, les premières traductions, étaient insatisfaisantes pour lui. Lui avait écrit un livre de 200 pages, se retrouvait traduit un livre de 300 pages. Mais l'exemple de Kundera... Et après ça, il a refait traduire ses œuvres. L'exemple de Kundera n'est pas un exemple courant. Ce qui est arrivé à Kundera, ce n'est pas quelque chose qui arrive tous les jours et ce n'est pas toujours le fruit du travail du traducteur non plus. Je vous explique, quand une traduction écrite, là, publiée sous forme de livre, ça finit par être un effort collectif. Il y a beaucoup de décisions qui sont prises par les éditeurs, par les réviseurs. Il y a des batailles parfois qu'il faut mener pour garder, par exemple, une fidélité à un style inhabituel, un style éclaté. Moi, je trouve qu'il faut garder le style. Mais il faut que ça devienne un miroir de ça, même si ça crée... Parce qu'on a des fois ce débat-là au théâtre aussi, parce que dans la langue, parce que c'est lié à la langue, le théâtre, à un moment donné, il y a des particularités, il y a des effets stylistiques et tout ça, qu'on doit tenter, je crois, de reproduire aussi. Tout à fait. Pour garder cet esprit-là, même si ça a l'air comme une faute, même si c'est comme mal dit dans la langue, la nouvelle langue. Mais ce que vous dites là est bien vrai, mais c'est une bataille de tous les jours. C'est tellement une bataille de tous les jours qu'on commence à peine au Québec, parfois, à oser traduire certains romans canadiens avec une langue qui est plus proche de la langue québécoise ou canadienne-française. Pendant longtemps, on a voulu traduire exclusivement dans un genre de français qui n'existe pas, comme la télévision de Radio-Canada a commencé avec un français qui n'était parlé nulle part, sinon à Radio-Canada. J'en profite, on parle de Canada. Vous êtes aussi président de l'Association des traducteurs, traductrices littéraires du Canada. Oui. Donc, il y en a en tout cas plusieurs de traducteurs qui font cet ouvrage-là régulièrement au Canada. Oui. Pourquoi faut-il continuer à diffuser ces traductions littéraires-là? Pourquoi faut-il continuer? Bien, la question est complexe, là, parce qu'en contexte canadien, la traduction favorise des échanges entre les cultures anglophones et francophones, parce que le système de financement fonctionne comme ça. On finance les traductions littéraires d'auteurs canadiens vers l'une ou l'autre des langues officielles et autochtones. Et là, cet échange-là a permis un enrichissement de la littérature de l'un et l'autre côté. Là. Êtes-vous d'accord avec ça comme auteur? Oui, moi, je suis vraiment pour ça. Je trouve que c'est sûr que moi, quand j'écris, bon, je suis originaire de l'Ontario, donc j'écris dans cette perspective-là, et je comprends que si mon œuvre reste enclavée, si on veut, pris dans cette culture-là, dans ce monde-là, bien, je vais avoir 500 lecteurs, 1000 lecteurs, je ne sais pas trop. C'est important d'aller vers l'autre langue pour avoir une plus grande diffusion. Surtout vers l'anglais, parce que l'anglais permet après ça d'aller ailleurs dans le monde aussi. Oui, tout à fait. Donc, oui, moi, je n'ai pas de problème avec ça. Donc, c'est délicat, mais il faut continuer parce qu'il y a vraiment là quelque chose qui aide les auteurs à se diffuser puis possiblement à s'enrichir aussi. Bien oui, parce qu'en lisant des auteurs d'ici ou des auteurs d'ailleurs qui, au départ, nous auraient été inaccessibles parce qu'ils écrivent dans une langue qu'on ne maîtrise pas, bien, on découvre des choses qu'on ne savait pas qui existaient. Pendant des années, la traduction, et ça l'est toujours, a été un moyen d'importer des nouveaux styles, des nouvelles façons d'exprimer des choses qui étaient impensables dans la langue cible. Justement, c'est cet aspect-là qui est important. C'est pour ça qu'il faut respecter le style de l'auteur, pour garder ça. Cette particularité-là qui est liée à ce monde-là, à cet individu-là dans le monde, pour qu'on reçoive ça aussi de l'autre côté. Je sens chez vous la fougue de l'auteur, parce que je travaille avec pas mal d'auteurs et il y a toujours cette peur-là d'être trahi. Et je peux vous dire, un bon traducteur ne vous trahit pas. Oui, donc je suis d'accord, puis il y a comme un rapport qui s'installe un peu, mais c'est peut-être parce que
Moi, je viens du monde du théâtre. Puis au théâtre, Ah oui, là. là, il y a des libertés qui se font très grandes. On fait de l'adaptation oui, essentiellement. c'est ça. Puis ça, Donc, la liberté, la créativité, tout ça, il y a une espèce de zone d'ombre, dans le fond, à cerner, afin que tout se passe dans le respect, finalement, dans la traduction. Je vous remercie, c'est fort intéressant. Merci à toi. Maintenant, je vais inviter Charlie Martin à poser quelques questions à notre auteur, Michel Ouellette. Oui, je veux juste, Michel, répondre aux questions, le dialogue entre vous-même et Madeleine tantôt. La relation entre la forme, le style d'un auteur et le contenu. Et moi, je trouve que, comme Madeleine a bien exprimé, un traducteur, traductrice peut être vraiment fidèle. Mais quand même, à mon avis, ça dépend de la langue. Comme un de vous deux avait dit, chaque langue a sa particularité. Si la langue est vraiment, vraiment loin, il est difficile d'être vraiment fidèle aux deux en même temps. Et si, par exemple, je trouve l'exemple ici de Rumi, qui a parlé le persian, qui n'existe pas vraiment aujourd'hui, qui a changé autant depuis le 8e siècle, qu'à ce moment-là, il est vraiment, vraiment difficile d'être fidèle aux deux en même temps. Et quand moi je vois dans le livre pourquoi j'ai fait l'effort d'amener celui-ci, il y a plusieurs différents traducteurs, traductrices qui avaient fait les œuvres. Et souvent c'est la même affaire que Rumi avait écrit et on voit 2 ou 3 différentes versions de même petite poème. Et certaines zones avaient tout à fait laissé à côté le style, la forme pour lequel Rumi était célèbre. Les autres, ils avaient gardé la forme et il a fallu un peu modifier le contenu. Donc, il peut y avoir beaucoup de différences selon qui va prendre l'œuvre à traduire et Exactement. à quelle époque ça Oui, va être fait. et dans un point, oui, le traductrice peut être fidèle, mais quand même, cette personne est toujours un petit peu subjective. Quelqu'un, par exemple, qui a fait des études au niveau linguistique, ils vont faire un certain genre de rédaction. Mais moi, j'ai trouvé que quelqu'un qui fait les études en philosophie ou quelque chose, c'est plutôt le contenu, le message qui compte. Et ils vont sacrifier même le forme, le style. Donc, votre perception, c'est comme ça. Vous avez écrit des œuvres qui ont différents niveaux de langage. Donc, ça faisait penser un petit peu à ça, ce qu'il disait. Est-ce que, par exemple, de Frenchtown au Testament du couturier ou à d'autres œuvres que vous avez écrites, est-ce que vous pensez qu'il y a une différence dans la perception d'un traducteur éventuel puis dans le rendu, justement? Oui, c'est sûr que quand on travaille sur la langue, les particularités de la langue, ça devient plus difficile de transposer ça dans notre langue. Mais il faut faire l'effort, il faut trouver une autre façon de le faire. Pour répondre à votre exemple, Rumi et tout ça, c'est quand même il y a 8 siècles. Oui. Et bon, il y a toutes sortes d'histoires derrière ça. Et c'est pas le même rapport qu'avec une œuvre contemporaine. Oui, tout à fait. Où là, quelque part, il y a autre chose qui se passe. Mais même là, il y a des éléments de style, de forme, je crois, qui doivent être respectés. Oui. Si une œuvre est en vers, on devrait la lire aujourd'hui en vers aussi. Oui, tout à fait. Mais on a la même chose aussi avec des textes en ancien français qui sont mis au goût du jour ou mis en français moderne, où là, il y a parfois des textes qui, à l'origine, étaient en vers, qui se retrouvent en prose. Et là, c'est comme, comme il y a une trahison, là. Les Fables de La Fontaine, moi, j'ai lu la version originale, avec mon niveau de français, j'étais pas capable vraiment bien suivre ça. Mais j'ai lu une qui était version 20e siècle, et j'ai trouvé que c'était formidable. C'était une classique pour moi. Mais il a fallu avoir la traduction pour moi de vraiment apprécier l'œuvre. J'ai une question à vous poser. Comme auteur et comme lecteur, croyez-vous que c'est préférable de tenter de lire une œuvre de toute façon dans sa langue originale, même si on ne la comprend pas tout à fait bien, ou si finalement, franchement, il vaut mieux d'aller chercher une traduction qu'on espère bonne, qui la plupart du temps, j'imagine, le sont, pour vraiment aller chercher toute l'essence, toute la richesse de cette œuvre-là? Oui, c'est des questions intéressantes, ça, parce que
Ça dépend comment on arrive dans une œuvre aussi, quand on est bilingue. Moi, la première fois que j'ai lu Albert Camus, c'était L'Étranger, je l'ai lu en anglais. Ah oui. Et je croyais que c'était un auteur anglais. J'avais 16 ans à l'époque. Puis on commandait des livres par, en tout cas, un petit feuillet, là. Ouais. Et c'était Albert Camus, The Stranger. Et puis Exact. moi, je ne connaissais pas là, à ce moment-là. Donc j'ai acheté ça, je l'ai lu en anglais, puis c'est juste après, je me suis rendu compte, ah tiens, c'est du français, ça là. Donc ça a été curieux comme ça. Il y a d'autres auteurs que je vais lire en français, plus parce que, par habitude, j'aime mieux le lire en français, même si je suis capable de lire en anglais. Donc, vous lisez des traductions régulièrement vous-même? Oui. Mais pendant longtemps, il y a des auteurs que le premier contact s'est fait en anglais, parce que les livres, pour moi, étaient disponibles en anglais, des auteurs allemands, mettons, ou sud-américains. Et donc, j'ai continué à les lire dans cette langue-là. Le deuxième, troisième. Mais c'est quand même la traduction qui vous a donné accès à ces œuvres-là que vous n'auriez pas pu lire dans la langue originale, de toute façon. Oui. Donc, ça reste présent quand même. Il faut maîtriser assez la langue pour pouvoir la lire. Sinon... Et vous m'avez dit que vous êtes aussi adonné à la traduction vous-même d'œuvres littéraires, dramatiques, j'imagine, des œuvres théâtrales. Et comment en êtes-vous arrivé à faire ça? Ça a été des contrats quelque part. Quelqu'un m'a demandé de faire ça. La première pièce, c'était assez intéressant parce que c'était une pièce qui avait une forme très poétique, qui reprenait un mythe grec. Et vous qui touchez à la poésie et au théâtre, mais j'ai trouvé ça très intéressant de faire ce travail-là parce que là, moi, je pense que traduire, c'est ça, c'est être dans la matière des mots, c'est respecter des mots, la forme des mots, les sonorités. Mais là, des fois, tu t'es confronté à des défis où là, tu veux trouver l'image avec le même genre de rythme puis de sonorité, et tu n'y arrives pas, donc tu dois te déplacer un petit peu plus loin dans le texte, ce genre de truc-là, j'ai trouvé ça fascinant. Qui ramène à rappeler un petit peu les objets de recherche de Madeleine Stratford, qui est la création, la créativité en traduction. Vous avez dû faire preuve, dans le fond, de faire aller votre plume d'auteur puis de recréer ces choses-là. Oui, mais pour moi, ça, c'est l'aspect où je ne me vois pas comme un créateur dans ce cas-là. Lorsque vous traduisez, mais pourtant vous l'êtes profondément. Oui, mais c'est un esprit, je pense. Je n'ai rien ajouté à cette œuvre-là. Les idées du texte, j'ai rien dit que l'auteur n'a pas dit. Tout ce que j'ai fait, moi, c'est essayer de le rendre dans ma langue. Et là, c'est ma langue aussi maternelle, mais ma langue à moi. Comme auteur, ouais. C'est ça, inévitablement, il y a une trace de Michel Il y a un peu Ouellet. de ça, mais en même temps, je ne veux pas me l'accaparer, mais en même temps, c'est mon vocabulaire, j'ai mon rapport à la langue. Donc, ça a été un travail comme ça, celui-là. Parce que moi, ce que j'aime pas au théâtre, c'est ça, c'est les adaptations, où là, à ce moment-là, on se dit, là, il faut tout transformer ça. Ça se passe au Québec, ça se fait beaucoup. La pièce, tout d'un coup, se passe, tout doit se passer au Québec, puis on doit reproduire l'accent québécois, etc., etc. Il y a un éloignement de l'œuvre originale. Là, je trouve que, il y a de la création, là, parce que là, on est en train de vraiment juste s'inspirer d'une structure, la respecter un peu, mais prendre le contenu, puis le transposer, puis le mettre ailleurs, ça, pour moi, c'est un peu comme une trahison. Je trouve que c'est mieux d'essayer de rester proche des mots, proche pour un travail littéraire, en tout cas. Là, mais est-ce que je peux juste faire un commentaire? Moi, je suis d'accord avec Michel que si quelque chose a été écrit, par exemple, en vers, il faut toujours garder ça, parce que c'est vraiment un élément essentiel. Si je peux donner un exemple de littérature vraiment courante, Danny Leferrière, souvent dans ses livres, il fait les deux en même temps. En lisant un chapitre, et tout à coup, il y a quelques vers. Ensuite, il continue. Les vers, c'est toujours... Ça fait partie de la forme de l'œuvre. Oui, c'est ça. C'est plutôt son marque de commerce, peut-être même. Mais je ne peux pas imaginer traduire ça sans mettre ça en vers. C'est comme, c'est un auteur qui utilise beaucoup de phrases courtes. Pas pour lui donner des phrases longues. En se disant, ça paraît mieux, ça serait plus beau si les 3 bouts de phrases en faisaient une longue. Moi, je trouve que ça, c'est trahir. Ça. Puis, l'impression que j'ai eue, en tout cas, c'est que ça se fait parfois parce qu'on pense plus au public cible. On se dit, ils ne comprendront pas, ou Dieu sait quoi, ou ça va avoir de l'air étrange. Nous devrions faire confiance, dans le fond, au public, au lecteur, puis lui offrir vraiment... C'est parce que dans la langue d'origine, probablement que ça fait étrange aussi. Donc, c'est correct que ça fasse étrange de respecter l'autre côté. l'aspect étrange, dans le fond. Il y a aussi là, création, recréer l'étrange dans la langue d'arrivée. Là, il y a peut-être matière à... Je reste sur le mot de création parce que
j'ai vraiment l'impression qu'il y a ces images, ces rythmes-là qui doivent inévitablement être recréés finalement pour avoir le même effet. Et le même plaisir qu'un lecteur comme Charlie a à découvrir finalement une œuvre littéraire. Mais pour moi, c'est pas de la création, mais c'est comme de la recherche. Oui, OK, il y a une dimension création, si on veut, mais c'est une création langagière, si on veut. On travaille juste cette matière-là, des mots. Oui. Charlie? Ah non, j'allais juste dire que c'est sûr que si on change, on place la pièce de théâtre vraiment dans un contexte tout à fait différent. On parle d'adaptation à ce moment-là. Oui, c'est ça. Et ici, je peux juste revenir, l'exemple que je connais le mieux, c'est Michel Tremblay, Les Belles-Sœurs. Les Belles-Sœurs, c'est sûr que c'était traduit dans plusieurs différents langages, dans les contextes. Michel Tremblay lui-même, dans une interview, avait dit la meilleure traduction qu'il ait jamais vue, c'était une troupe de théâtre noire dans le sud des États-Unis qui avait fait toute une traduction. Mais toutes les références dans Les Belles-Sœurs, des gens qui étaient en train de quitter l'Église. L'Église était plutôt la puissance. Pour ce troupe de théâtre noir, c'était plutôt la société blanche, classe moyenne. Mais comme ça, ils ont fait des changements assez drastiques. Et il s'est montré content de ça parce que, dans le fond, le cœur de l'œuvre était respecté. C'est une espèce d'esprit. Oui, exactement. Comme ça, l'esprit est resté, mais la forme a changé drastiquement. Charlie Martin, enseignant d'anglais et lecteur francophile, amoureux de la littérature québécoise. Michel Ouellette, dramaturge, je vous remercie beaucoup d'avoir été avec moi aujourd'hui. Ça a été un plaisir de discuter de traduction littéraire et de toutes ses formes et adaptations. Nous avons vu aujourd'hui, grâce à notre lecteur Charlie Martin, à notre auteur Michel Ouellette et à notre traductrice et chercheur Madeleine Stratford, que la traduction littéraire est perçue différemment par chacun. Mais assurément, elle a un rôle à jouer dans la diffusion de nos auteurs et dans leur reconnaissance à travers le monde. Sur ce, merci d'avoir été là.